Bonjour, aujourd'hui, Inch'Allah, on va présenter notre premier cours à distance sur la notion d'algorithme et sélection de base. Ce cours, bien, ce chapitre fait partie du troisième module qui est consacré à l'approche algorithmique et la programmation générale, qui vise chez les apprenants à développer la logique et puis vous montrer donc comment exploiter la théorie mathématique en se basant sur les langages de programmation et sur l'algorithmique en général. Alors bien sûr, en plus des compétences visées à développer chez les apprenants, quoi que ce soit au niveau des langues, au niveau des sciences, donc actuellement on peut dire que l'analphabétisme c'est pas quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, mais plutôt c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Donc on est entouré par les nouvelles technologies, soit chez nous, soit au travail, soit à la société lui-même. Alors du coup, ce cours il vise à développer chez nos apprenants la logique et comment se comporter devant la machine, comment lui passer des ordres afin qu'il fasse l'exécution pour satisfaire nos besoins. Si on revient un petit peu en arrière vis-à-vis donc le premier module et le deuxième module de notre manuel, il apparaît bien que l'ordinateur se compose de deux parties indispensables. Il y a votre souris, votre écran, votre clavier, ça rentre dans ce qu'on appelle le hardware ou bien la partie matérielle. Et bien sûr, donc la partie matérielle sont des softs, sont des programmes derrière, ça sert à rien. Du coup, vous aurez besoin de la composante logicielle. Alors, hardware, software, représente l'atout de la machine en général. Alors notre cours précisément, il va s'orienter vers la partie soft, la partie logicielle. Plus précisément, comment peut-on en tant qu'apprenant développer des programmes. Ces programmes doivent suivre bien sûr un certain ensemble d'étapes. Qui va l'exécuter après? C'est l'ordinateur, c'est votre machine. Alors du coup, notre objectif c'est vous montrer comment s'approcher de la machine, comment développer vos propres programmes et bien sûr développer les compétences numériques. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, notre chapitre s'intitule Notion d'algorithmique et instruction de base. Donc elle vise à vous montrer cette notion qui dépend de tout ce qui est mathématique. Et puis quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour mettre en place votre programme qui sera exécuté après par la machine. Donc la première partie qu'on va traiter ensemble doit être autour de notions d'algorithmique. Donc vous avez deux activités. L'activité 1, on va parler de problèmes d'acheminement. Et l'activité 2, donc on va découvrir ensemble les différentes étapes qui vont aider quelqu'un qui veut faire le retrait d'argent à partir d'un guichet automatique bancaire. Allez, en commençant par l'activité numéro 1. Donc la situation de départ est la suivante, soit que vous avez les points suivants, donc A, B, C, D, ça peut être des régions, ça peut être des villes, ça peut être des endroits dans l'espace. Alors le problème c'est que on aimerait bien se déplacer de A vers le B. Ce qu'on vous demande, citer les solutions possibles pour résoudre ce problème. Alors, dès le départ, vous avez un seul problème, c'est qu'on aimerait bien se déplacer du point A vers le point B. Donc, on vous laisse un petit peu du temps pour chercher les solutions possibles qui vous amènent à résoudre ce problème. Et bien sûr, là, il faut citer toutes les solutions possibles. Bien sûr, donc il y a la solution facile, c'est qu'on peut aller directement, la solution directe. Du coup, nous tous, on pense dès le départ à la première solution qui va de A vers le B. Bien sûr, il n'y a pas que cette possibilité, il y en a d'autres. Donc,
On peut passer par, avant d'aller vers le B, on peut passer par l'intermédiaire de C. Du coup, la deuxième solution qu'on peut citer, c'est A vers le C qui nous ramène vers le B. Sinon, on peut passer par deux points intermédiaires, c'est qu'à partir de A, on peut passer par le C, puis par le D. Et quand on arrive au D, donc on peut, bien sûr, pour aller au D, soit vous passez par l'intermédiaire de C, soit vous passez directement. Et une fois qu'on arrive à D, on peut, bien sûr, donc basculer vers le A, le B. Du coup, on peut dire que ce petit exemple, on peut dire que les solutions possibles, c'est la première, c'est AB. La deuxième, c'est ACB. La troisième, c'est ADB. Et puis la dernière, c'est le ACDB. Alors, il y a combien de problèmes? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Oui, donc il y a un seul problème. Et pour cette situation, il nous a généré combien de solutions? Alors, il y a 4 solutions. Ce qu'il faut retenir en général, donc le couple problème-solution, ben, c'est un problème qu'on peut rencontrer sur tous les domaines, même sur notre vie. Du coup, parfois, lorsqu'il y a un problème, soit il n'y a aucune solution pour le moment, soit il y a une seule solution qui peut résoudre, soit il y a autant de solutions pour résoudre le problème. Exemple, quand on parle de maladie, il y a des maladies, on trouve des, si vous voulez, donc des moyens pour guérir sur place. Il y a d'autres, la science et la médecine étant la recherche. Alors, des coups, quand on dit un problème, c'est soit il n'y a aucune solution pour le moment, il est en cours de la recherche, soit il y a une seule solution, soit il y en a plusieurs. Ce qu'on aimerait bien sortir avec cette première activité, c'est que lorsqu'il y a un problème, peut-être que ce problème, on peut le résoudre par plusieurs manières. On passe maintenant à l'activité numéro 2. Pour l'activité numéro 2, on sait bien qu'actuellement, donc, il y a une grande, si vous voulez, donc, existante des GAB, ou bien ce qu'on appelle les guichets automatiques bancaires. Alors, supposons que quelqu'un veut demande comment il doit faire pour faire le retrait d'argent à partir d'un guichet automatique bancaire. Alors, c'est à nous de lui parler d'une façon bien précise, de lui donner donc les étapes à suivre pour qu'il puisse arriver à satisfaire son besoin qui est dès le départ le retrait d'argent à partir d'un GAB. Alors selon vous, quelle est la première opération? Sachant que au départ, donc pour arriver à votre GAB, il faut se munir par quoi en fait? Bien sûr, la première opération, c'est introduire la carte. Donc, bien sûr, la carte, qu'est-ce qu'elle contient? Bah, toutes les données concernant donc le bénéficiaire. Il y a compris les informations personnelles, son nom, son prénom, etc. Il y a des informations financières, son compte, le solde, la date d'expiration, ainsi de suite. Alors, une fois la carte est introduite, à votre avis, quelle sera la deuxième opération? C'est sûr que la deuxième opération, pour des fins de sécurité, ça va être donc là le fait de taper le code. Bien sûr, quand on tape le code, vous avez deux cas. Soit vous allez taper le code correctement, du coup vous allez aller vers l'étape suivante, soit vous commettez des erreurs, et dans ce cas-là, donc le guichet vous donne 3 essais. On va supposer que le code est correct. Alors quelle sera l'étape suivante? Alors bien sûr, l'étape suivante, le guichet ne permet pas seulement le retrait, il y a d'autres opérations à mettre en place. On peut consulter notre solde. Donc on peut charger notre carte SIM. Des coûts, donc on va choisir, puisque le problème de départ c'est comment montrer à quelqu'un comment faire le retrait, ça va être choisir retrait. Une fois que l'option retrait est choisie, donc vous aurez donc une liste de montants et l'utilisateur va choisir le montant de son opération. Bien sûr, lorsqu'on fait le choix du montant, donc il faut que le système puisse contrôler la situation. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour satisfaire ce besoin?
de ce client. Alors, du coup, l'opération 5, c'est la vérification du solde. Si tout ça se passe bien, on va aboutir au dernier résultat. Donc, le client va avoir sa carte, son argent et puis le ticket en cas de besoin. On peut dire à partir de cette activité que le fait de faire le retrait d'argent à partir d'un gap, vous êtes obligé de suivre plusieurs étapes. Ma question maintenant, est-ce qu'on peut changer l'ordre de ces différentes opérations? Bien sûr que non, on ne peut pas lui donner l'argent, après on va lui dire, voilà, donc vous n'avez pas le solde suffisant pour faire l'opération. Du coup, je vous ai dit dès le départ qu'il faut donner des instructions bien précises. Alors, suite à ces deux actions-là, on peut s'en sortir avec les conclusions suivantes. Il apparaît bien que, premièrement, un algorithme permet la résolution d'un problème. Vous avez un problème, vous voulez le résoudre. La méthodologie ou bien la méthode avec laquelle vous allez travailler, c'est ça votre algorithme. Selon donc bien sûr les deux activités, il apparaît bien que l'algorithme est une suite d'actions. Et selon la dernière activité, on peut dire que l'algorithme suit un enchaînement bien ordonné. C'est-à-dire vous allez passer par l'étape 1. Une fois effectué, on passe à l'étape 2, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'opération. Suite à cette conclusion, on peut dire que lorsqu'on parle d'un algorithme, c'est un ensemble d'étapes. Dans le jargon informatique, on peut parler d'action, on peut parler d'instruction. C'est quoi l'objectif? Bien sûr, l'objectif principal, c'est la résolution de problèmes. Et bien sûr, pour résoudre le problème, vous êtes obligé de suivre un enchaînement bien défini dès le départ. Du coup, donc, on peut définir notre algorithme sous la façon suivante. Donc, un algorithme est une suite d'actions précises ou d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé en vue de la résolution du problème. Alors, si vous avez un problème et vous voulez le résoudre, alors là, vous allez utiliser une méthode. C'est cette méthode, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui représente votre algorithme. Alors, cette méthode, il se compose d'un ensemble d'étapes. En informatique, on parle d'action, on parle d'instructions. Il faut souligner que vos instructions doivent être précises, c'est-à-dire compréhensibles avec la même façon pour tout le monde. Et bien sûr, pour aboutir à un résultat, vous êtes obligé de suivre un enchaînement bien défini. Avant de continuer notre chapitre, on vous demande d'analyser ce paragraphe. La vie est un ensemble de problèmes. Du coup, l'être humain est toujours à la recherche des résolutions de ces différents problèmes. La question, c'est quelle est la relation entre ce paragraphe et notre algorithme? Il apparaît bien que pour la définition qu'on a donnée à notre algorithme, que quand on parle algorithme, on parle toujours d'un couple problème-solution. Ici, dans notre paragraphe, il apparaît bien que notre vie, c'est un ensemble de problèmes. Chacun de nous, chaque jour, il cherche à résoudre ces différents problèmes. Et du coup, donc, la notion d'algorithme, c'est quelque chose qu'on l'applique toujours dans notre vie courante. Ça dépend bien sûr d'une personne à l'autre. Ça dépend de sa culture, de sa personnalité. On passe maintenant à quelques exemples.
sur lesquels on va appliquer donc notre définition. Donc on va travailler sur trois exemples. Le premier exemple, c'est la recherche au sein d'un dictionnaire. Le deuxième, c'est calculer la somme de deux nombres A et B. Et le troisième exemple, l'usage d'un appareil téléphonique à pièce de monnaie pour effectuer une communication. Ce qu'on vous demande, citer donc les étapes par ordre afin de résoudre chacun de ces problèmes. Allez, en commençant par l'exemple 1. Alors, pour l'exemple 1, supposons qu'une personne veut demande de lui montrer comment rechercher les définitions des mots au sein du dictionnaire. Alors vous allez lui dire quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour satisfaire ce besoin. Alors, je vous laisse un laps de temps pour chercher la solution. Bien sûr, quand on parle d'un algorithme, les instructions qu'on peut qualifier banales, telles que ouvrir le dictionnaire, chercher le dictionnaire, alors là, on va supposer que ces opérations sont déjà prises en compte par la personne. Puisque là, il est devant son dictionnaire, il veut demander comment il va procéder pour rechercher donc la définition d'un mot ou d'autre. Bien sûr, la première étape, qu'on le sache tous, c'est qu'il faut déterminer la première lettre du mot à rechercher. Donc après avoir déterminé la première lettre du mot, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc bien sûr, la deuxième étape, ça va être chercher cette lettre au sein du dictionnaire. Si on a la chance, donc on va tomber sur la définition directement. Sinon, il faut aller plus loin avec votre mot. Du coup, il faut reproduire la même procédure avec la deuxième lettre et la troisième jusqu'à trouver le mot exact. Une fois le mot est recherché et trouvé, donc on va récupérer. Bien sûr, si on n'aboutit pas aux deuxième et troisième lettres, si le mot est assez grand, on peut aller jusqu'à le quatrième, etc. Et bien sûr, à la fin, on va obtenir la définition. Alors, l'indicateur, ou bien la clé de cette solution, c'est que il faut balayer le mot de première lettre jusqu'à la fin en cherchant sur le dictionnaire jusqu'à cadrer donc le mot recherché. On passe maintenant au deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, c'est calculer la somme de deux nombres A et B. Alors bien sûr, pour calculer la somme de deux nombres A et B, on va commencer par le fait de savoir la valeur de A, puisque si je veux faire le calcul, j'aurai besoin des valeurs des deux nombres, des deux données que je vais utiliser. Une fois le A est connu, donc on peut passer à la deuxième étape et savoir la valeur de B. Si je connais le A et le B, est-ce que je peux calculer la somme? Bien sûr que oui, donc je peux appliquer l'addition. C'est l'opérateur plus. Et bien sûr, à la fin, je vais obtenir le résultat de la somme. L'exemple 3, l'usage d'un appareil téléphonique à pièce de monnaie pour effectuer une communication. Alors, supposons que quelqu'un veut demande, j'aimerais bien passer un appel téléphonique en utilisant donc les anciens appareils à pièce de monnaie. Alors, comment je dois se comporter pour effectuer mon appel? Alors, bien sûr, la première des choses, quand on parle d'un appareil téléphonique à pièce de monnaie, c'est décrocher l'appareil. Une fois l'appareil décroché, il vous donne le signal pour passer à la deuxième étape. On parle bien sûr donc d'un appareil téléphonique à pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'il supporte que des pièces de monnaie. Du coup, la deuxième étape automatiquement, avant de passer l'appel, vous êtes obligé d'aller monter votre appareil. Du coup, la deuxième étape, c'est insérer les pièces nécessaires. Une fois les pièces nécessaires sont insérées, pour communiquer, vous aurez besoin d'un numéro, n'est-ce pas? Du coup, l'étape 3, ça va être
composer les numéros désirés. La quatrième étape, c'est la communiquer. Et bien sûr, la dernière étape, on a commencé par décrocher, il faut raccrocher. Alors ça représente les différentes étapes qui vous amènent à utiliser un appareil téléphonique à pièce de monnaie. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les trois exemples, à chaque fois que vous répartissez votre traitement en plusieurs étapes, donc ça facilite le travail et c'est ça ce qu'on va exploiter après pour la machine. Donc maintenant, on va passer à un autre stade. Donc on va essayer de découvrir ensemble quelles sont les différentes caractéristiques d'un algorithme. Notre point de départ, c'est supposons qu'il y a un problème. Supposons que vous avez donné un problème à plusieurs personnes pour le résoudre. Est-ce que forcément on va aboutir à la même solution? Selon l'expérience, peut-être que le même problème résolu par plusieurs solutions, c'est-à-dire dès qu'on change la personne, il y a une forte possibilité qu'on va changer la solution. Dès qu'on peut dire qu'en algorithmique, la solution a une touche de la personne qui va la concevoir. Du coup, donc, on peut dire que l'algorithme en général dépend de la créativité de la personne. Il n'y a pas de recette ou bien de méthode à suivre. Et le même problème peut être résolu par plusieurs algorithmes. Et bien sûr que diffère une personne à l'autre, c'est sa culture, c'est sa personnalité, son métier, ainsi de suite. Maintenant, si on vous pose une question, un algorithme doit être fini ou infini? Comment? Supposons que l'algorithme est infini, c'est-à-dire que nos instructions ne vont pas s'arrêter. Et si les instructions ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire on ne va pas aboutir à un résultat. Du coup, forcément, un algorithme, si on revient vers les trois exemples qu'on a cités tout à l'heure, toujours on commence par une étape et on termine avec une autre. Du coup, un algorithme doit être fini. À partir de ces deux activités, on peut dire que le même problème peut être résolu par plusieurs solutions. Si on change la personne, il y a une forte possibilité que la solution lui-même, ça va être changé. Du coup, donc il y a une touche de la personne vis-à-vis la solution. Un algorithme, bien sûr, doit être fini pour qu'il puisse aboutir à un résultat. Et bien sûr, dans un algorithme, il faut être précis, il faut éviter l'ambiguïté. C'est-à-dire, quand on écrit les étapes à suivre, il faut que tout le monde puisse comprendre la même chose. À la fin, on peut dire que les caractéristiques d'un algorithme sont donc la réalisation d'un algorithme est un acte créatif basé sur la logique. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la touche de la personne qui va la concevoir. Un algorithme doit être fini et doit se terminer après un nombre fini d'opérations. Un même problème peut être résolu au moyen de plusieurs algorithmes. Alors, après avoir parlé de notion d'algorithme en général, on passe maintenant à une notion très importante. C'est ce qu'on appelle la notion de données. Si on prend n'importe quelle matière, en physique par exemple, on travaille avec des données. Vous avez la vitesse, la température. En mathématiques, on travaille avec des données. Vous avez le X, le Y, le Z. En sciences naturelles, ainsi de suite. C'est-à-dire que si on prend la science en général, elle se base sur des données. Même nous, en algorithmique, pour développer nos programmes qui seront exécutés après par la machine, on aura besoin de données en général. À titre d'exemple, vous voulez accéder à votre boîte email, forcément, vous aurez besoin des données. Alors, les données seront votre adresse email et puis le mot de passe.
Le but de cette deuxième partie, c'est découvrir la notion des données et son impact dans un algorithme en général. Alors, soit X une donnée, on aimerait bien déterminer ensemble les différentes caractéristiques de cette donnée. Quoi que ce soit, vous êtes en mathématiques, en physique, en sciences naturelles, d'autres sciences. La donnée, donc, peut être caractérisée par les éléments suivants. La première des choses, c'est son nom. Vous avez une donnée qui s'appelle X, une autre qui s'appelle Y. Alors, pour différencier entre vous différentes données, vous êtes obligé donc à chaque fois, de donner un nom pour l'identifier des autres. Votre donnée peut avoir une valeur. Quand vous faites X est égal à 1, c'est-à-dire là, vous êtes en train d'affecter la valeur 1 à votre donnée X. Une donnée peut avoir une nature. Alors quand je dis nature d'une donnée, ça peut être une constante. Je prends le cas de pi qui est égal à 3,14. Ça peut être variable. Quand vous faites f de x est égal à x au carré, donc le x c'est une donnée variable. Dernière caractéristique, c'est son type. Par exemple, en mathématiques, je peux avoir une donnée qui appartient à l'ensemble n, une donnée qui appartient à l'ensemble z, ainsi de suite. En informatique, c'est plus riche que ça. Il n'y a pas que les chiffres. Il y a les chiffres, donc il y a les textes, les alphanumériques, ainsi de suite. En général, une donnée caractérisée par 4 caractéristiques, son nom, sa valeur, son type et sa nature. Pour l'activité numéro 2, toujours on revient vers notre GAB. On aimerait bien déterminer les données d'entrée et celles de sortie dans un guichet automatique bancaire. À vrai dire, lorsque l'utilisateur ou bien le client veut faire le retrait d'argent, quelles sont les informations qu'il faut fournir à votre guichet pour satisfaire votre besoin. Il apparaît bien, comme on a dit tout à l'heure, que vous aurez besoin d'insérer votre carte afin que le gars puisse lire les données qui sont stockées dedans. Deuxième des choses, il faut taper le code. Si tout ça se passe bien, en sortie, vous allez donc récupérer votre carte. Votre argent est bien reçu selon le besoin. On peut dire à partir de cette activité, il y a des données d'entrée qui vont servir à un certain traitement pour aboutir à des données de sortie. En général, dans un algorithme, une donnée est caractérisée par 4 attributs, que sont le nom d'une donnée, sa valeur, son type et sa nature. On va découvrir ensemble ces différentes... bien sûr, selon l'activité 2, on distingue entre deux catégories de données. Il y a ce qu'on appelle les outputs et puis les inputs. Alors, il y a les données à fournir, comme le cas de tout à l'heure, la carte, le code, c'est données d'entrée, ou bien les input data. Et bien sûr, il y a des données à produire, c'est les outputs ou bien les données de sortie. On va détailler rapidement les différentes caractéristiques d'une donnée, en commençant par le nom. Dans le jargon informatique, on parle d'identificateur. Pourquoi? Puisqu'il permet d'identifier la variable des autres, bien la donnée en général des autres. Bien sûr, c'est un nom symbolique qui représente la donnée dans un algorithme en général. À titre d'exemple, je peux déclarer une donnée qui s'appelle X, une donnée qui s'appelle somme, mot, produit. L'essentiel, il faut donner des noms significatifs. Par exemple, quand on parle de la vitesse, on utilise la lettre V. Quand on parle de l'inconnu en mathématiques, on utilise la variable x. Ainsi de suite, la même chose en informatique, en algorithmique, on cherche des noms significatifs. La deuxième caractéristique, c'est la valeur d'une donnée. Alors, quand je dis la valeur d'une donnée, ça représente donc la valeur prise par la donnée au cours de l'exécution de l'algorithme. Exemple, x est égal à 5, mot est égal à programme, ainsi de suite. La troisième caractéristique d'une donnée, c'est son type.
Alors, c'est quoi le type? L'ensemble des valeurs que peut prendre une donnée s'appelle le type de cette donnée. À titre d'exemple, si x appartient à l'ensemble n, alors le x ne peut pas égaler à la valeur moins 1. Si elle appartient à l'ensemble z, bah, il peut avoir la valeur moins 1, mais en aucun cas il peut avoir la valeur 1,5. En algorithmique en général, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les chiffres comme les mathématiques. Donc les données sont classées par catégorie. Donc il y a les entiers, on peut le qualifier comme étant l'ensemble Z. Il y a les réels, c'est l'ensemble R. Il y a les caractères, donc un caractère ça peut être une lettre, un chiffre, bien un symbole. Il est délimité par le symbole simple code. Il y a les chaînes de caractères, c'est une suite de caractères, tels que l'adresse email par exemple, tel que le mot de passe. Et bien sûr, il y a le booléen, ce sont des données dont la valeur ne sort pas de vrai faux 0 et 1. La nature d'une donnée, quant à lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va déterminer est-ce que la donnée est une constante, et quand je dis constante, sa valeur il est fixe durant l'exécution de l'algorithme, ou bien il est variable, sa valeur peut changer au cours de l'exécution de l'algorithme. À titre d'exemple, une constante, pour déclarer une constante en algorithmique, on utilise le mot-clé const, qui veut dire constante. Le pi est égal à 3,14. La variable, quant à lui, le g qui est égal à 9,81 par exemple. La variable, quant à lui, donc c'est une donnée qui peut avoir des changements durant le déroulement de l'algorithme. Et pour déclarer une variable, donc on utilise le mot-clé var, le nom de la variable, deux points, le type, entier, réel, etc. Donc après avoir vous montré, vous parlé de la notion d'algorithmique et la notion de données, on passe maintenant à un autre point, à une autre partie de notre cours, c'est ce qu'on appelle la démarche algorithmique. Dès le départ, on a dit que quand on parle algorithmique, on fait appel à un couple problème-solution. Vous avez un problème, vous cherchez une solution, alors là il faut avoir une méthode, une manière avec laquelle vous allez donc résoudre le problème. Ça rentre dans cette partie-là, démarche algorithmique. Alors, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un problème et vous cherchez donc une solution. Donc votre solution, c'est l'algorithme en question. Pour passer de problème vers solution, alors vous êtes obligé donc de suivre deux étapes, bien deux phases. Alors la première phase, c'est la phase d'analyse. On ne peut pas concevoir une solution si on n'analyse pas bien la situation. Et quand on parle de la phase d'analyse, il faut déterminer, il faut savoir dès le départ quelles sont les données à fournir. Quels sont les résultats à produire et quel est le traitement qu'il faut suivre. Si vous avez ces trois ingrédients, on passe à la phase de conception. Pour la phase de conception, c'est une sorte de récap, d'organisation des traitements que vous avez cités dans cette partie-là, dans l'ordre. On peut dire que c'est une organisation des traitements dans l'ordre convenable. Alors, pour résoudre un problème, pour aboutir à une solution, algorithme pour notre cas, vous êtes obligé de faire l'analyse. Dans la phase d'analyse, vous allez donc déterminer les données à fournir, les données, les résultats à produire et quels sont bien le traitement à suivre. Dans la phase de conception, c'est sorte de assemblage de tous ces éléments déterminés dans la phase d'analyse. J'ai trois instructions pour le moment. Donc il y a l'instruction de lecture, ou bien ce qu'on appelle instruction d'entrée. Tout à l'heure, quand on a parlé de GAB,
il faut introduire votre carte. Automatiquement, avant de saisir votre code, le guichet automatique bancaire va lire les informations qui sont stockées dans votre carte. Quand vous branchez votre carte SIM au sein de votre smartphone, la première opération qui va faire votre smart, c'est la lecture des données que vous avez dans votre carte. Alors, du coup, la lecture, c'est une instruction, ou bien action indispensable dans un algorithme. On peut le définir là avec la façon suivante. Donc, quand on dit lecture, c'est l'ordre ou bien l'action qui permet d'introduire les données dans un algorithme. La syntaxe qu'on utilise, lire et entre parenthèses le nom de la variable. À titre d'exemple, je peux lire le prix, je peux lire les données d'une carte SIM comme je vous ai dit tout à l'heure, les données d'une carte bancaire, les données de votre email, ainsi de suite. La deuxième instruction de base, c'est l'écriture, qui est qualifiée comme étant une instruction de sortie. Quand vous communiquez avec la machine vis-à-vis un programme, donc la machine il vous communique via l'affichage sur l'écran. Du coup, on peut dire que l'action d'écriture, c'est l'ordre ou bien l'action qui permet de communiquer des résultats dans un algorithme. Syntaxiquement, on utilise donc écrire et puis entre parenthèses le nom de la donnée qu'on aimerait bien communiquer avec l'utilisateur. Donc écrire résultat par exemple, afficher les informations d'un contact sur l'écran de votre smartphone. Quand vous appuyez sur un contact, automatiquement le programme de gestion de contact va se lancer et automatiquement il va vous afficher sur l'écran toutes les informations que vous cherchez. La dernière instruction de base est l'affectation. Alors l'affectation quant à lui, donc c'est l'opération qui permet d'arranger, si vous voulez, la valeur d'une expression dans une variable. À vrai dire, en termes de définition, on peut dire que l'opération qui permet de ranger la valeur d'une expression dans une variable. Une expression, comme vous savez, donc, est une combinaison d'opérateurs et d'opérandes. Quand je dis opérateur, ça peut être, si on est dans l'arithmétique, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la puissance, ainsi de suite. Les opérandes, ce sont donc les constituants de votre expression. Par exemple, quand je dis 3 plus 5, alors l'opérateur c'est l'addition, le plus, les opérandes c'est le 3 et le 5. La syntaxe qu'on utilise en algorithmique, normalement en mathématiques, en physique, en sciences naturelles, vous utilisez souvent le symbole égal. En informatique, en algorithmique, on utilise flèche vers la gauche qui est orientée vers la variable en général. À titre d'exemple, je peux affecter ici par exemple A, on lui affecte la valeur 3. C'est quand vous faites A est égal à 3 en mathématiques. B, on lui affecte la valeur 5. Mais là, on voit bien que la somme, on lui affecte toute une expression. C'est le A plus B. Les opérandes, c'est A et B. L'opérateur, c'est le plus. Vu que le A est égal à 5 et le B est égal à 5 et le A est égal à 3, automatiquement, donc la somme va retourner la valeur 8. Un autre exemple, le prix total, par exemple, dans une opération d'achat est égal au prix unitaire fois la quantité. À vrai dire, les instructions de base sont la lecture, qui représente une instruction d'entrée, l'écriture, qui représente une instruction de sortie, l'affectation, qui représente une instruction qui assure les opérations. Alors la dernière partie donc consacrée à notre chapitre, c'est la syntaxe générale d'un algorithme. Si vous voulez résoudre un problème, vous allez écrire un algorithme. On va voir maintenant comment écrire un algorithme pour résoudre un problème donné. Alors pour faire la représentation d'un algorithme, il y a plusieurs méthodes et plusieurs moyens. Donc, on peut représenter un algorithme à l'aide d'un pseudocode ou d'un organigramme. Un algorithme écrit en pseudocode est composé de trois parties suivantes. Alors, vous avez l'entête, vous avez la partie déclarative et vous avez le corps. Vous voulez écrire une expression écrite par exemple.
Alors vous êtes obligé de commencer par toute une introduction. Vous allez détailler après votre sujet et à la fin vous êtes obligé de terminer avec une conclusion. Donc ici pour représenter votre algorithme avec un pseudocode, alors là vous allez utiliser donc déterminer votre en-tête, votre partie déclarative sur laquelle vous allez définir toutes les données de votre algorithme. Et bien sûr, le corps, c'est là où vous allez développer votre traitement. Donc, le pseudocode peut avoir la forme suivante. On commence par le mot-clé algorithme. On donne un nom à notre algorithme qui doit être significatif. Pour la partie déclarative, il faut différencier entre les constantes qui représentent des données dont la valeur est fixe et les variables. Alors, vous commencez par les constantes. Pour définir une constante, on commence par const. Le nom de la constante, puis juste à côté, sa valeur. Et pour les variables, vous allez citer le nom des différentes variables, deux points, leur type. Et le corps doit être délimité entre début et fin. Et à l'intérieur, vous développez les différentes instructions. Exemple d'un pseudocode. Supposons qu'on aimerait bien calculer la somme de deux nombres, A et B. À votre avis, comment on va appeler cet algorithme? Automatiquement, l'algorithme permet de faire la somme. On va l'appeler somme pour qu'il soit significatif. Vous aurez besoin des constantes. Ici, il n'y a que des données A et B qui peuvent être changées au cours de l'algorithme. Dès qu'on va déclarer deux variables, A et B, pour calculer la somme, comme on a vu pour l'exemple de la première partie, j'aurai besoin de la valeur de A, il faut lire le A. J'aurai besoin de la valeur de B, donc il faut que l'algorithme puisse lire la valeur de B. Une fois que j'aurai ça, je peux effectuer le calcul. Dès qu'on peut dire que le nom de l'algorithme c'est somme, je déclare les variables nécessaires. A et B, C, ce sont des réels. On demande à l'utilisateur de donner A, on va lire la valeur de A. On demande la valeur de B. Si je sais la valeur de A et B, je peux calculer la somme. Et à la fin, j'affiche le résultat. Maintenant, à titre d'exercice, on vous demande de donner l'algorithme qui permet de calculer et afficher la surface d'un rectangle. Il ne faut pas oublier que dans la démarche algorithmique, je vous ai parlé de deux phases. Donc, il y a la phase d'analyse et bien sûr il y a la phase de conception. Alors la première question qui se pose, alors quelles sont les données à fournir? Là vous avez donc un rectangle. Mathématiquement c'est bien qu'un rectangle est défini par la longueur et puis la largeur. Du coup les données à fournir c'est la largeur et la longueur de votre rectangle. Deuxième question, j'aurais besoin de quel est le résultat fourni par cet algorithme. Selon l'énoncé, on cherche à calculer, à afficher la surface. Alors du coup, j'aurai besoin de la surface. Quel est le traitement qu'il faut faire? Alors là, il faut déterminer donc la formule qui permet de calculer la surface. Toujours mathématiquement, la surface est égale à la largeur fois la longueur. Bien sûr, il faut respecter donc la représentation d'un pseudocode. Du coup, on peut donc se retrouver avec la situation suivante. Dans la phase d'analyse, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les données d'entrée, c'est la longueur plus la largeur, ce sont des entiers. Et la surface, bien sûr, on lui affecte la multiplication de la largeur fois la longueur. Et là, je vous demande de remarquer qu'on convient d'utiliser des noms significatifs. Pour la phase de conception, donc il y a la partie en tête. Donc notre algorithme, puisqu'il cherche la surface, de préférence, il faut l'appeler surface rectangle. Pour la partie déclarative, on aura besoin de trois variables, la largeur, la longueur et puis la surface, ce sont des réels. Et entre début et fin, c'est là où on va déterminer donc le traitement à exécuter.
Bien sûr, pour calculer la surface, j'aurai besoin de la valeur de largeur. Donc, j'aurai besoin de lire la largeur de rectangle. J'ai besoin de lire la longueur. Une fois que j'aurai ces deux informations, je peux calculer la surface. Et bien sûr, à la fin, je peux afficher le résultat. Pour faire le récap, dans notre chapitre, donc on a parlé de 4 parties. Notion d'algorithme, autant que solution pour résoudre tel ou tel problème. Pour faire un algorithme, j'aurai besoin des données. Du coup, donc on a exploré la notion de données, ses caractéristiques telles que le nom, la valeur, le type et puis la nature. Il faut différencier entre des données d'entrée et puis des données de sortie. Après la troisième partie, donc c'était la démarche algorithmique. Pour résoudre un problème et développer votre algorithme, il faut passer par la phase d'analyse où vous allez définir quelles sont les données à fournir, quels sont les résultats à aboutir et puis quels sont les traitements, bien le traitement qu'il faut faire. Une fois la phase d'analyse est effectuée, vous allez organiser toutes ces informations dans la phase de conception pour aboutir au résultat final. Et bien sûr, pour écrire un algorithme, vous avez deux manières, soit le pseudocode, soit un organigramme. Dans ce chapitre, c'est focalisé sur le pseudocode qui est composé des parties suivantes. Vous avez donc l'entête, vous avez la partie déclarative et vous avez votre corps. Je vous remercie et au prochain chapitre.